Est-ce qu'on peut passer toute sa vie en étant à côté de sa vie, un peu à côté de la plaque? Est-ce qu'on peut souffrir de ne pas être vraiment vivant et ne même pas se rendre compte qu'on n'est pas vraiment vivant? Et d'ailleurs, ça veut dire quoi vivre vraiment? On en parle aujourd'hui dans Pop Culture et Psycho parce que je vais vous présenter un film mondialement connu, un film français qui répond à cette question très importante qui est: «Qu'est-ce que c'est que vivre vraiment?» C'est un film de Jean-Pierre Jeunet qui date de 2001, qui a fait exploser la carrière d'Audrey Tautou, et puis qui a tout un panel de chouettes acteurs français. Bien entendu, je vous parle du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Donc dans ce film, je pense que la première chose que l'on peut dire sans trop se tromper, c'est qu'Amélie, elle semble intégrée. Elle ne va pas mal, elle travaille, elle sourit, elle parle avec ses collègues, elle n'est pas du tout renfermée ou, perpétuellement dans la lune et pourtant, on a quand même un petit peu l'impression qu'elle est à distance. C'est comme s'il y avait, une feuille de papier calque entre elle et le reste du monde. Peut-être que dans cette, petite description, vous vous reconnaissez ou vous reconnaissez quelqu'un de votre entourage. En fait, dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Amélie, elle ne souffre pas du tout de manière évidente, mais elle n'est pas vraiment dans le monde, elle vit à côté. On voit qu'elle est très en retrait, très en observation et le fil rouge de tout ce film, c'est quelque part, qu'Amélie vit une vie imaginée. Elle n'est pas vraiment dans la réalité, c'est comme si elle vivait un rêve éveillé, où elle peut maîtriser ce qui se passe, mais du coup, comment est-ce qu'on passe d'une vie imaginée à une vie réellement vécue? C'est ce qui se passe en fait dans le développement, l'arc développemental du personnage d'Amélie. Donc Amélie Poulain, on la voit toute petite, on voit vraiment comment ce personnage évolue. On voit qu'elle grandit dans un environnement familial où il y a du lien avec ses parents. On ne peut pas dire qu'elle est rejetée, qu'il n'y a pas de communication, mais en fait, il n'y a pas vraiment de contact émotionnellement parlant. Et même de contact physique, puisqu'on voit que son père est médecin, il est très distant, très froid, très ritualisé d'ailleurs, la mère aussi à sa manière. Comme il le raconte dans le film, le seul moment de proximité en fait physique entre Amélie et son papa, ce sont les examens médicaux. Chez elle, comme c'est un moment particulier, ça la stresse, peut-être que ça lui fait plaisir aussi. En tout cas, il y a une accélération de son rythme cardiaque. Son papa pense qu'elle a donc un problème cardiaque et le résultat, c'est qu'elle est privée d'école et donc elle est privée de lien social. Soi-disant pour la protéger, elle reste à la maison et sa maman lui fait l'école. Or sa mère, on voit qu'elle est très anxieuse, très rigide, qu'elle ne sait pas se contenir émotionnellement et elle n'est pas du tout contenante non plus pour sa fille. Clairement, ce qui manque, profondément pour la petite Amélie, c'est pas de l'amour au sens classique, c'est une véritable rencontre affective qui est ajustée entre un adulte et un enfant. Freud nous parlerait d'un défaut d'étayage, Winnicott nous parlerait un environnement, hem, insuffisamment ajusté. En tout cas, on voit que quand et on le sait que quand un enfant n'est pas suffisamment entouré d'amour inconditionnel et d'un environnement qui lui permette d'explorer le monde en se sentant en sécurité, alors cet enfant, il a de la difficulté à construire son sentiment de sécurité interne. Il faut que l'extérieur soit rassurant pour qu'on puisse apprendre à se faire confiance et à s'aimer. Alors là, cet enfant, la petite Amélie, ce qu'elle apprend, c'est que le lien aux autres, c'est quelque chose qui fait peur, qui peut être intrusif puisque ses parents ont beaucoup de mal visiblement à gérer leur lien aux autres. Le lien est incertain parce qu'il peut être là et il peut disparaître. Il est peu fiable d'ailleurs parce que à n'importe quel moment, le lien peut disparaître parce que les parents ont décidé d'enlever leur enfant de l'école ou parce que la maman a un accident mortel. La pauvre petite Amélie, elle apprend donc, à vivre, dans un monde dangereux et c'est là qu'elle va trouver finalement une organisation psychique refuge, c'est son imaginaire et ce qui est chouette, c'est qu'Amélie, elle développe vraiment un monde imaginaire, un monde interne très, très riche. On voit, quand elle est petite, mais pas que, quand elle est petite, on la voit qui regarde les nuages pour y deviner des formes, mais quand elle est adulte, le simple fait qu'elle plonge sa main dans un sac de graines, qu'elle prenne plaisir à casser la croûte sur la crème brûlée,
Tout ça, ce sont des petits plaisirs du quotidien et tous les téléspectateurs, spectateurs du film se souviennent de ces moments-là parce qu'on les avait jamais vus à l'écran, heu et effectivement, ce sont des petits moments de connexion au corps qui sont extrêmement importants dans la vie d'un enfant et qui sont revenus, je pense, en une seconde comme des souvenirs nostalgiques pour tous les adultes qui ont vu ce film. Amélie nous parle aussi de tous ces scénarios imaginaires. Il y a beaucoup de petits moments, je ne sais pas si c'est de l'informatique, à l'époque ça n'existait pas tellement, ou si c'est du de la pâte à modeler. On voit qu'il y a des petits personnages qui apparaissent dans son monde imaginaire et puis surtout, elle va transformer le réel en expérience subjective et ça, c'est pas de la poésie, enfin, ça peut se présenter comme quelque chose de très joli, de très poétique, une grande créativité. Oui, mais c'est surtout une organisation défensive d'un point de vue psychologique. Parce que son monde imaginaire, il lui permet de maîtriser. Elle maîtrise ce qu'elle ressent, elle maîtrise le lien aux autres, parce que comme ça, le lien aux autres n'est plus quelque chose de totalement imprévisible. Et surtout, elle se crée un monde où elle ne dépend de personne. Là aussi, d'un point de vue psychologie et psychanalyse, on va parler du processus de sublimation freudien. Winnicott, lui, nous parle plutôt d'air transitionnel. Finalement, dans tout ça, ça correspond à un évitement du réel relationnel. On est dans une situation où Amélie réécrit le monde pour le rendre supportable, mais elle n'est pas complètement en dehors du monde. Elle est dans une procédure d'évitement pour se protéger elle-même. Ce qui se remarque beaucoup, c'est son regard. Amélie observe. Elle regarde ce qui se passe chez les autres. Elle observe les habitudes de ses collègues, elle regarde la vie des inconnus par sa fenêtre. Du coup, on ne peut pas dire qu'elle manque d'empathie, au sens où elle reconnaît les désirs des uns et des autres, leur solitude, leurs envies cachées, leurs failles aussi. Elle fait tout ça en restant bien invisible, soit visuellement véritablement invisible, soit en se montrant, comme un caméléon totalement transparente, en fait, dans le décor. Elle est vraiment du côté du regard, elle est jamais du côté de l'exposition. Or ça, ça montre surtout qu'elle est incapable d'être dans un lien qui soit symétrique. Il y a quand même beaucoup de déséquilibre dans cette situation-là. On ne peut pas entrer en relation avec les autres si on a tout le pouvoir et qu'on ne montre aux autres que ce qu'on accepte de leur montrer. Encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est un constat. Le fait d'être dans un lien asymétrique, c'est un automatisme de protection. Ça nous permet de nous protéger du jugement, de nous protéger de tout ce qu'on ne maîtrise pas et donc potentiellement de tout ce qui peut être intrusif. Je fais une petite aparté par Lacan, parce que Jacques Lacan nous parle, de la problématique quand même du regard de l'autre, parce que le regard, que l'on porte sur nous peut être vécu comme quelque chose d'intrusif, peut être vécu comme quelque chose de déstabilisant, voire de menaçant. Et quand je parle de menaçant, bien sûr, je ne parle pas que de la menace, physique, puisque ça oui, si on est menacé, dans la rue, on craint pour notre vie, mais aussi menaçant pour le sentiment d'existence. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important chez Lacan et hem et donc dans la situation d'Amélie, comme elle reste dans l'ombre, c'est elle qui a le contrôle, c'est elle qui a le pouvoir, mais tout ça, ça a un prix qui est quand même très élevé. Le prix, c'est qu'elle n'existe pas vraiment, dans le sens où, relationnellement parlant, il n'y a pas vraiment de lien. Elle n'investit que le minimum de ce que la société attend d'elle et pour le reste, elle maîtrise. Si on est dans la maîtrise perpétuelle, vous vous doutez bien qu'à un moment ou un autre, ce n'est pas équitable et ce n'est pas équilibré. Là où justement ce serait un personnage psychopathe, tout le monde aurait bien compris le problème dès le départ. Mais ce que je trouve chouette justement, p dans l'analyse que je fais de ce film, c'est de pouvoir mettre en avant le fait qu'Amélie, c'est un personnage qui fait du bien autour d'elle. Elle fait des choses bonnes pour les autres, ce qui fait que tout le monde l'aperçoit comme, a priori quelqu'un de gentil, quelqu'un de bien. Mais encore une fois, si ses actes étaient tout aussi auto-centrée, mais sans cette, vocation à faire le bien, les spectateurs auraient une image d'elle beaucoup plus sombre ou du moins beaucoup plus, observatrice et potentiellement critique. Or là, effectivement, elle fait du bien.
Elle crée ou réunit des couples plutôt avec sa collègue, elle venge des humiliations, elle redonne de la joie à des inconnus, des gens qu'elle-même ne connaît pas, qu'elle va rechercher pour créer chez eux, un souvenir inoubliable. Mais encore une fois, toujours, sans apparaître, elle met en place en fait des petits scénarios comme un metteur en scène, mais elle, elle n'apparaît pas sur le devant de la scène. L'histoire de la boîte à souvenirs, par exemple, elle le fait de manière totalement anonyme. Elle fait en sorte que la petite boîte qu'un enfant a cachée, 40 ans auparavant, dans la plainte de l'appartement, puisse revenir à son propriétaire, mais tout ça en orchestrant toute une espèce de petite chasse au trésor. Hem et donc ce monsieur, il retrouve ce beau souvenir et c'est un moment très émouvant, mais en même temps, il ne sait pas qui, quoi, comment, donc ça crée aussi beaucoup de questions pour le propriétaire de la boîte à souvenirs. J'ai dit musique peut-être tout à l'heure, boîte à souvenirs, je voulais dire. Et donc j'aime bien cette image de metteuse en scène, en fait. Elle transforme la vie des autres. Ça veut donc dire qu'elle ne se sent pas vraiment dans la vie. Parce que si elle met autant d'énergie et si elle prend autant de plaisir à manipuler, positivement, mais à manipuler quand même la vie des autres. On voit qu'elle est dans une espèce de fantasme, fantasme de toute puissance, fantasme de maîtrise, fantasme de réparation, puisque quelque part elle pense que par ses actions, elle peut réparer les petits traumas, petits ou grands traumas de la vie des autres. Mais dans cette position-là, heu, où elle n'a aucune dépendance vis-à-vis des autres, mais où les autres, du coup, voient leur bien-être et leur plaisir dépendre d'elle, sans même s'en rendre compte, elle reste quand même dans une position où c'est elle qui contrôle, c'est elle qui donne, c'est elle qui agit et qui orchestre tout. D'une part, ça pose problème d'un point de vue éthique, puisqu'encore une fois le lien est déséquilibré. D'autre part, comment est-ce qu'elle peut recevoir? Si elle ne se montre jamais, si personne ne la connaît, si elle ne demande jamais rien et s'il n'y a aucune prise en fait, pour pouvoir, rentrer en connexion avec Amélie. Forcément les choses changent à un moment ou à un autre du film, sinon on n'en parlerait pas ici aujourd'hui ou du moins pas comme ça. Elle rencontre Nino Quincampoix. Ah, le beau Nino qui lui aussi est un peu dans sa bulle, un peu dans son monde. Toujours est-il que avec Nino, il y a quelque chose qui change pour Amélie et c'est ça la seule chose importante parce qu'elle a sans doute croisé des dizaines de personnes, un peu rêveuses ou créatives ou dans leur monde. Mais avec Nino, ce qui change, c'est qu'il y a du désir. Donc Amélie fait ce qu'elle a toujours fait, elle va scénariser son propre désir. Elle met en place des jeux de pistes, des énigmes, elle fait en sorte de le rencontrer mais sans dire que c'est elle. Bref, comme elle ne sait pas vivre dans le monde réel, elle transforme la réalité en fiction. Si on lit ça d'un point de vue psy, c'est intéressant parce que vous savez à quel point le désir est une notion fondamentale dans la psychanalyse et notamment la psychanalyse freudienne. Là, on voit bien que le désir pour Amélie Poulain, on ne peut pas dire qu'elle n'en ait pas, elle en a, mais il est menaçant. On voit qu'il y a quand même une grosse angoisse de rejet et d'abandon, enfin rejet ou abandon de sa part, ce qui se comprend quand on observe un petit peu, ce qu'elle a vécu dans son enfance, mais on voit qu'elle est quand même dans une position très défensive et pour pouvoir gérer quand même son désir sans le rejeter de but en blanc, eh bien elle, organise encore une fois une mise en scène. La relation existe, mais c'est une relation qu'elle va pouvoir, ou du moins elle le pense, qu'elle va pouvoir maîtriser. Comme ça, la relation est indirecte, elle est moins frontale. Pour elle, il y a moins de risques. Elle montre moins, voire pas du tout de vulnérabilité. Elle s'expose moins et elle a le contrôle, encore une fois. C'est la seule chose qu'elle sait faire. Avoir directement une vraie relation frontale et vulnérable, c'est quelque chose qui serait beaucoup trop dangereux pour son psychisme. Elle n'en est pas encore capable à ce moment-là du film. Je fais une petite aparté parce que, qui dit amour dit forcément, relation corporelle, à l'autre, puisqu'il faut bien se voir à un moment ou à un autre et je trouve justement que la problématique du corps est très intéressante parce que, le corps d'Amélie, il est presque absent. Ça, c'est visiblement, un choix, je pense, de Jean-Pierre Jeunet dans ce choix de cette actrice, mais aussi la manière dont elle est mise en scène parce que Amélie, c'est une jeune femme qui est très jolie, on ne peut pas dire le contraire,
et dans ce film, elle est pas sexualisée. Hem, on voit que c'est une fille, hein, elle est pas, garçon manqué caché dans des gros vêtements, informes ou autres. On voit que c'est une belle jeune femme, mais son corps n'est pas sexualisé, son corps est peu engagé, peu exprimé, en fait. Même dans ses mouvements, tout est mesuré. Elle bouge, elle est souple, elle ne fait pas figée, mais elle fait très, mesurée et enfermée dans un tout petit espace. C'est comme si le corps était présent, mais en arrière-plan seulement. Hem, j'en parle parce que ça me semble intéressant, heu, de ne pas oublier qu'on ne peut pas être en relation sans habiter pleinement son corps et que si on n'est pas connecté correctement avec notre corps, alors effectivement l'intensité des émotions, est impossible à gérer et du coup, c'est ce qu'on appelle du clivage. Quand il y a un clivage possible, en tout cas dans le cas d'Amélie, entre, la vie psychique et l'incarnation corporelle. Le corps, il engage quand même dans la relation. Engager son corps, c'est risquer d'être touché, c'est risquer d'être, touché physiquement, mais aussi au sens psychique. Toucher, et être vulnérable, ce n'est pas que, être potentiellement blessable, c'est aussi pour du positif, mais encore faut-il prendre ce risque. Et c'est là qu'il y a justement ce basculement pour Amélie. Hem, ce que je trouve chouette dans ce film, c'est que là aussi c'est très fin. Les films de Jean-Pierre Jeunet sont quand même très fins, du point de vue de la psychologie des personnages. Et on voit que pour Amélie, effectivement, après avoir organisé toutes ces chasses au trésor avec Nino sans vraiment le rencontrer, d'un coup, il y a un basculement qui se fait. Mais c'est pas un basculement suite à une révélation brutale, d'un seul coup, pouf, elle change de stratégie, ce qui serait peut-être chouette à regarder d'un point de vue scénario, mais qui ne serait pas très crédible d'un point de vue psychologique. Là, on voit plutôt qu'au fur et à mesure des minutes qui passent dans ce film, il y a une grande accumulation psychique chez elle. Il y a son désir pour Nino, il y a, le voisin avec ses eaux de verre qui, la remarque justement et la voit parce que lui aussi, il observe beaucoup. Il est obligé, il est enfermé chez lui, il ne peut pas se déplacer et donc autant Amélie observe les autres de son point de vue, autant lui a observé Amélie. Il a été capable de percevoir son petit jeu et le fait que justement ils aient des points de ressemblance lui a permis de lui partager, certaines remarques et de lui donner l'impulsion, en tout cas que la vie ne s'arrête pas à ce qu'elle est en train de vivre et que la vie, n'est pas elle n'a pas besoin de se protéger de la vie et que prendre des coups, ça fait partie du jeu, oui, mais c'est comme ça qu'on vit et qu'on vit pleinement. Et puis je pense qu'il y a aussi une autre chose, c'est qu'elle arrive à la fin d'un certain système. C'est-à-dire que là, soit Nino va se lasser et abandonner, soit c'est elle qui, considérant, de manière inconsciente que le risque est trop grand, qui va trouver un moyen pour couper la communication, couper le contact, et arrêter ce petit jeu, «Suis-moi, je te fuis» qu'elle a mis en place. En tout cas, ce que ça montre, c'est qu'à un moment, son autocontrôle et son contrôle de son environnement, tout ce qu'elle met en place depuis des années et des années, ça ne suffit plus. On arrive vraiment à une limite, en fait. Sa défense, qui jusque-là a été imparable, lui a permis de traverser la vie sans grands dégâts, émotionnels ou psychiques, arrive vraiment à sa limite maximum. Il y a un grand conflit entre ce besoin de sécurité et son désir. Le désir n'était pas présent auparavant, pas le désir amoureux, pas le désir charnel. Donc on voit que là, il y a quand même un nouvel enjeu dans son système de défense et puis, du coup, ça explique sa nécessité d'un certain passage à l'acte au sens de s'engager, s'engager physiquement et émotionnellement dans quelque chose et effectivement risquer quelque chose. Parce que oser la rencontre, c'est quand même quelque chose de compliqué dans nos vies qui sont extrêmement sociables, et sociales, pardon, extrêmement sociales. En tant qu'êtres sociaux, nous avons besoin de nous sentir rassurés et acceptés par les autres et en même temps, en tant qu'êtres sociaux, on peut être extrêmement blessé par le moindre rejet ou la moindre critique des autres. Et là, le film Amélie Poulain, il se termine en fait assez rapidement après cette scène clé où tout simplement elle ouvre la porte à Nino.
Elle fait rien d'extraordinaire, hein, c'est pas un moment spectaculaire, un moment tout simple où elle ouvre la porte et donc là, elle est vue. Il la voit, alors il l'avait déjà vue, mais sans avoir la certitude qu'elle était, celle qui lui laissait tous ces petits messages et ces jeux de pistes et donc là, d'un seul coup, elle accepte, même si elle ne parle pas, elle accepte d'être vue. Elle accepte de ne pas tout contrôler, même si elle fait un petit jeu, «Fais-moi un bisou ici, ici, ici». C'est très mignon, mais même si elle parle pas, elle communique avec lui, elle garde un petit contrôle qui la rassure et finalement, on voit qu'après ça, très vite, le film part en ellipse, on voit qu'ils sont très heureux, ils font du vélo et cetera. Ce simple petit moment de la porte, en psychologie, on va appeler ça la traversée de l'angoisse. C'est un moment où elle va partiellement abandonner ses défenses et où enfin elle ouvre la porte à une relation plus authentique. Elle ne devient pas quelqu'un d'autre, hein, elle en se montrant vulnérable à un autre être humain, là en plus il y a un enjeu amoureux, il y a un enjeu émotionnel important, mais la vraie transformation de l'histoire, c'est que d'un seul coup, Amélie devient plus présente à elle-même. Elle est plus dans un monde où, elle est le personnage principal et elle organise la vie autour d'elle pour ne pas être heurtée. Elle accepte enfin de se connecter à son vrai self, comme dirait Winnicott, à son moi profond, à son vrai elle-même, heu, sa partie consciente en tout cas. Je pense que ça a dû toucher beaucoup des spectateurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui effectivement sont très sensibles, beaucoup de gens qui sont très attentifs aux autres, beaucoup de gens qui sont très riches intérieurement et qui se retrouvent vite blessés dans le lien direct aux autres, blessés ou du moins empêchés. Donc il y a beaucoup de gens qui préfèrent, être dans la compréhension plutôt que le fait de ressentir pleinement. La compréhension, voire le surcérébral tout le temps, la métapensée, toujours penser, penser, penser et finalement ne pas être dans l'action et surtout ne pas être dans la sensation. Peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans, hein, donc plutôt comprendre qu'agir, plutôt aider que demander de l'aide et puis plutôt imaginer des scénarios, alors des scénarios plutôt catastrophes, voilà, imaginer le pire et surtout imaginer tous les scénarios potentiels, plutôt que finalement prendre vraiment un risque. Toujours, assurer sa sécurité et ne jamais prendre de décisions démesurées. Ça, c'est vraiment ce que Amélie a fait pendant une très, très grande partie du film, jusqu'à cette fin où elle ouvre enfin la porte et je pense vraiment qu'on s'y retrouve tous un petit peu. Pas forcément à 100 mais tous un petit peu dans ce schéma-là. Ce moment où tous nos automatismes qui nous ont permis de nous sentir psychiquement en sécurité pendant des mois, des années, finit par vraiment ressembler à une prison, hein. On s'est auto-créé notre cage dorée qui est certes rassurante, mais qui nous empêche de véritablement vivre. Alors du coup, j'aime beaucoup ce film pour cette raison-là, au-delà de son esthétique, au-delà des musiques qui sont chouettes aussi, parce que ce qu'il nous montre, c'est que, on peut quitter un monde qu'on maîtrise pour entrer dans une relation qu'on ne contrôle pas, sans pour autant exploser en plein vol et sans se montrer, d'une vulnérabilité insupportable et c'est, finalement une très belle métaphore du travail thérapeutique. Hem, je suis heureuse de pouvoir expérimenter ça avec mes patients et je suis surtout très fière d'avoir pu moi-même expérimenter ça avec ma psy, que je remercie si elle voit cette vidéo, mais elle sait combien son travail m'est important, et je continue d'ailleurs parce que c'est toujours passionnant de continuer à à se comprendre et à comprendre encore et toujours à quel point nos automatismes font partie de notre quotidien et que notre cerveau n'a pas grande maîtrise finalement sur tout ce que l'on décide avec autorité du matin au soir. Donc voilà, petite morale de ce film, c'est que, la relation, c'est un risque et que vivre vraiment, c'est peut-être simplement ça, accepter de ne pas tout contrôler, de prendre des risques, de prendre des baffes, hein, oui, de prendre des coups, métaphoriquement, mais si on ne vit que dans une prison dorée du matin au soir, est-ce qu'on peut vraiment se sentir libre? Je laisse poser tout ça. N'hésitez pas à me partager vos retours et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Bye bye.